engager le dialogue social. Bâtissons ensemble l'avenir, œuvrons ensemble pour la paix au Niger, son développement et l'épanouissement de son peuple. C'est l'idéal de feu Ibrahim Baré Ménessara, né en 1949 à Maradi, originaire de Doumega et disparu de manière tragique le 9 avril 1999. Un idéal qui le place au-dessus de la mêlée. Grand homme d'État, épris de paix et de justice, imbu du sens de la mesure et de hauteur d'esprit, Baré est resté un exemple à tout point de vue. Ancien aide de camp de Feu-Kountié, ancien commandant de la garde présidentielle de Feu-Kountié, grande carrière d'officier militaire, ancien ministre, ancien ambassadeur, toujours à son actif, une licence en droit et premier magistrat du Niger sous la 4e République. En très peu de temps, après 38 mois de pouvoir, l'homme a vite marqué de son empreinte l'histoire sociopolitique et économique du Niger. Il a été un acteur incontournable dans le retour de la paix, c'est-à-dire la signature des différents accords de paix. Au plan des mesures économiques et sociales en termes de remise au travail des Nigériens, en termes d'assainissement des finances publiques, de relance économique, de privatisation, le président Baré a pris tout sur lui. Il a pensé qu'il était aussi important de préparer l'armée de demain, qui, elle, doit forcément être encadrée par des officiers de valeur. Le président Ibrahim était convaincu qu'il fallait absolument aller vers la modernité du peuple nigérien. Ce que je retiens du président Baré, c'est qu'avec lui, la vie politique avait une morale. Dans le cadre de la gestion du pouvoir, il a voulu instaurer une morale. Et ça, c'est très important. Le président Baré, ne l'oublierons pas, c'est quand même celui qui a relancé la formation et l'éducation au Niger. Le président Baré a réalisé un des vœux chers de beaucoup de Nigériens. C'est celui de voir des élèves militaires nigériens formés au Niger. Personnalité simple et affable, nationaliste et humaniste, 7 ans après sa mort, jamais son n'imagina quitter ses proches et au-delà les Nigériens. Le 27 janvier 1996, je me rappelle, et de manière très très présente dans la tête, quand Ibrahim disait, et il ne cessait de répéter, d'accord, c'était un coup d'État, mais moi le souci, c'était pas de diriger ce coup d'État contre X ou Y, c'était une situation qui présentait une menace réelle pour le devenir de notre pays. Je dis et j'insiste, lors de cet événement, il ne faudrait pas qu'il y ait de morts. C'est un nationaliste qui aime beaucoup le Niger et le peuple nigérien. Il a voulu, au-delà de tous les clivages politiques, ethniques et autres, rassembler les Nigériens autour d'un seul idéal. J'aime beaucoup le président Baré, mort ou vivant. Je l'aime beaucoup, beaucoup et beaucoup. Et je serai toujours aux côtés de ceux qui font le combat pour pouvoir conserver, magnifier et faire grandir la mémoire du président Ibrahim Baré Ménessara. J'estime que l'assassinat de Baré est une perte immense pour le Niger. La première des choses dont on doit retenir de Ibrahim, c'est que je ne lui connais pas des ennemis. C'est peut-être extraordinaire de le dire. Aujourd'hui, le témoignage de Baré, je l'entends plutôt dans la rue. Et ça me réconforte de l'entendre du citoyen lambda. C'est un grand homme. C'est un grand homme pour diverses raisons. D'abord, humainement, je dois avouer qu'il est rare de trouver des hommes de son étoffe, parce qu'il est d'une simplicité formidable. 30 minutes avant sa mort, avec un des conseillers actuels du Premier ministre, M. Sanou Joseph, on était pratiquement les deux conseillers
a été reçu, presque debout. Par rapport à un problème ponctuel, il nous disait « Je reviendrai certainement le soir et nous débattrons de ce problème ». C'est la dernière image que j'ai gardée de lui. Malgré sa main tendue, le régime de Faye Barré est marqué au plan national par une forte contestation, ce qui ne l'a pas empêché très vite de conquérir l'estime de la communauté internationale grâce à ses idées et à ses prises de position très courageuses. Imaginez un chef d'État qui envoie son parti politique et tous ceux qui l'ont apporté. Veille des élections de 7 février, fait adopter une loi qui limite l'âge de la retraite à 30 ans de carrière, 30 ans de service ou 50 ans d'âge. Il faut être le président Barré pour tout ici et maintenant dans un pays qui était presque en lambeaux au sortir de la conférence nationale après les premières élections de 1993 pour lancer avec courage la politique de privatisation. Le président Barré, ne l'oublions pas, a déployé une diplomatie au niveau mondial, au point où, dans un premier temps, il a fait reconnaître la Chine populaire. Homme de terrain, Faye Barré était sur tous les fronts, particulièrement pendant les moments difficiles, pour apporter soutien et réconfort moral à son peuple. Le feu Ibrahim aime les choses bien faites et il aime bien faire les choses. Et c'est pourquoi, par moments, on le voit même quitter son escalier de responsabilité pour aller plus bas, pour aider le subordonné à bien faire. Et je m'en souviens toujours de certaines visites, notamment la visite chez les étudiants, une image que j'avais vue hier à la télévision nationale, une image qui me fait vraiment plaisir. Je m'en souviens aussi de ses œuvres lors des visites à l'extérieur. Il quitte son fauteuil dans l'avant de l'avion, il vient, il discute avec les gens. Ça me plaît. C'est comme ça que je voudrais voir un homme politique. Nous sommes en début de l'année 1996. Moins de 3 années après la mise en place de l'institution de la Troisième République du Niger, le fiasco de la gestion gouvernementale de l'AFC et de la majorité MNSD-PNDS se précisait du jour au lendemain. Déjà en fin de l'année 1995, toutes les conditions politiques et sociales étaient réunies pour donner lieu à un blocage institutionnel au plus haut sommet de l'État. Le Niger expérimentait alors non seulement le régime présidentiel, mais aussi la cohabitation. Vite, la crise institutionnelle allait être personnifiée entre le président Mahamadou Ousmane et son premier ministre Hama Amadou. Le troisième larron de la guerre s'appelait Mahamadou Issoufou, alors président de l'Assemblée nationale. Dans l'imbroglio politique où il faisait son expérience de belligérant, le président Ousmane avait convaincu ses concitoyens de ce que son rapport politique intime avec son pays était loin d'être un sacerdoce, d'autant qu'il n'était pas moins complexé de la contingence événementielle qui le hissait au rang de premier président démocratiquement élu de la République du Niger, chef de l'État, premier magistrat du Niger, chef suprême des armées, président de la CDS Rahma, président de tous les Nigériens, et que sais-je encore. Aussi devait-il initier la grève du président de la République. Cette attitude du président Ousmane avait bien entendu son répondant dans la frénésie hystériforme avec laquelle le Premier ministre Hama Amadou ajoutait un air narquois à la violence de ses diatribes. L'atmosphère n'était guère sereine au sein du pouvoir exécutif du fait de cette ambivalence. Ainsi devait-il s'installer une logique de guerre entre deux hommes d'État qui ne se prenaient pas moins sur le sens de l'État. Malgré ce climat déjà tendu, Mahamadou Issoufou, le président de l'Assemblée nationale, n'hésita pas à attiser la tension en usant de l'article 44 de la Constitution aux fins d'un empêchement absolu du président de la République. Au même moment, le Premier ministre Hama Amadou nourrissait l'intention d'interdire la CDS Rahma qui venait de reconduire le président de la République à la tête de son bureau politique national. Relativement à l'article 50 de la Constitution, en dépit de l'avis de la Cour suprême sur le maintien
du gouvernement de la majorité MRSD-PNDS jusqu'au résultat des nouvelles élections en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le président Ousmane tenait à user de cette prérogative constitutionnelle pour nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau chef d'état-major de l'armée. Alors, plusieurs observateurs de la vie politique nigérienne ont dû avertir qu'il y avait péril en la demeure. « 27 janvier 1996. Une action militaire dite de rectification va se faire le porte-voix d'un nouveau langage. Il devait s'agir pour le CSN et son président, le colonel Ibrahim Ménessara Baré, de recréer la cohésion et la solidarité nationale dans un pays resté déchiré depuis la conférence nationale. De refaire la paix au bénéfice des Niger alors installés dans une logique de foisonnement et d'affirmation des rébellions et des banditismes armés. De dépolitiser l'administration infestée par les nominations partisanes et accablée par l'exclusion des cadres opérés dans le contexte de la Troisième République. De refonder l'unité nationale mise à rude épreuve par l'existence de plusieurs forces centrifuges et de ressusciter l'orgueil national en mettant l'accent sur le patriotisme et les vertus du travail. Ce sont là autant d'intérêts majeurs que d'objectifs nobles et d'actions louables qui devaient conférer tout son prestige à l'œuvre du général Baré et de la 4e République. Et les Nigériens peuvent encore garder en mémoire la main toujours tendue du général président à toutes les rébellions armées au Niger, à toute l'opposition politique à son régime, à tous ceux qui voulaient aider l'État nigérien à sortir des sentiers battus. On se le rappelle, c'est l'officier supérieur, le chef d'état-major des forces armées nigériennes, Baré, qui allait conduire à l'ombre le processus de paix avec la rébellion Touareg jusqu'à aboutir à l'accord de paix signé à Ouagadougou le 24 avril 1995. Puis son régime allait devoir consentir tous les efforts requis pour que soient signés les protocoles d'accord additionnels d'Alger en 1997 avec les rébellions Touareg dissidentes et les farces, et de N'Djamena le 21 août 1998 avec le FDR. Tous les accords de paix portaient sur 4 engagements majeurs, à savoir la décentralisation, la gestion de la sécurité dans les zones touchées par les conflits, le développement des régions affectées par le conflit armé et l'intégration, la réinsertion socio-économique des ex-combattants et le retour des populations dans leurs régions qu'elles avaient alors désertées. Aussi, le président Baré persistait-il à croire qu'un accord avec l'opposition politique à son régime et l'organisation d'élections locales était indiqué pour asseoir définitivement la stabilité sociopolitique dont le Niger avait un si grand besoin. À cet effet, son régime a dû mettre en œuvre pas moins de 5 lois relatives à la décentralisation. Cependant, ni l'accord de juillet 1998 avec l'opposition, ni les élections locales de février 1999 n'avaient suffi à contenter le FRDD et la FDS. Le régime du président Baré a été aussi et sans doute austère, mais il l'était au plan économique, et l'austérité était d'autant nécessaire et recommandée qu'elle devait entraîner l'amorce du redressement économique. C'était dans un climat d'hostilité manifeste, soutenu par certaines forces sociales et par l'opposition politique, que le pragmatisme et l'efficacité caractéristiques du régime Baré allaient lui commander d'engager des réformes structurelles hardies pour réaliser son programme de relance économique et financière. À cette époque, l'on pouvait encore se souvenir de ce que, depuis 1983, aucune loi ne réglementait la gestion du trésor national. Aussi, la Banque mondiale et le FMI avaient-ils dû refuser tout soutien aux différents programmes présentés depuis 1990 par les gouvernements successifs du Niger. Le soutien n'était donc ni au programme de relance économique, ni même au programme dit d'urgence. De 1990 à 1996, le Niger était mis en observation par la communauté financière internationale, faute de cadre macroéconomique viable. La seule aide qui s'est ponctuellement manifestée était inscrite dans la parenthèse des crédits d'ajustement généreusement octroyés dans le cadre des programmes soutenant la dévaluation du franc CFA intervenu en janvier 1994.
En 1994, justement, le ratio masse salariale-recette fiscale avait atteint le chiffre invraisemblable de 101%. Le Niger n'avait encore rien pu faire. Il fallait attendre la date du 12 juin 1996 pour voir le FMI et la Banque mondiale prendre la décision de le soutenir. C'était certainement en reconnaissance des efforts engagés depuis 1995 et renforcés en 1996 par les décisions courageuses prises par le nouveau chef de l'État, le général Ibrahim Baré Menassara. Au nombre de ces décisions, il y avait d'abord la mise en œuvre de 2 réformes de base. Le réaménagement des dispositions du départ à la retraite des agents de la fonction publique et l'adoption de nouveaux statuts de la fonction publique où le mérite devait être retenu comme critère d'avancement. En matière de finances publiques, le principal problème déjà identifié était relatif aux arriérés de salaire. Le gouvernement nigérien, sous l'autorité du président Baré, en a fait une approche globale. Un plan d'apurement des arriérés a été mis en œuvre, couvrant un périmètre reconnu par la Banque mondiale de l'ordre de 115 milliards de francs CFA. Puis, en se refusant à gérer seulement le stock d'arriérés, le gouvernement de la 4e République a surtout évité d'en accumuler. C'était au prix du respect strict des procédures budgétaires et comptables. C'est dans cette optique d'ailleurs qu'il a été mis en place un groupe d'experts nigériens appelés affectueusement les orthodoxes pour conduire au plan financier organisationnel un audit général du trésor public, pour arrêter les comptes de gestion du budget de 1986 à 1998 et pour adopter des lois de règlement en vue de régulariser les situations antérieures. C'est dans le même esprit que des aménagements ont été portés aux textes relatifs aux lois des finances pour coller les dépenses publiques aux recettes réellement recouvrées, pour éviter le recours aux procédures dérogatoires dans la chaîne de dépenses et pour réexaminer toute la politique d'exception fiscale. Et au bout de ces efforts, le résultat escompté n'a pas tardé à se faire sentir. Les travailleurs avaient pratiquement renoué avec la régularité des salaires. Au 9 avril 1999, seul le salaire de mars de la même année n'était pas payé, tandis que celui de février était déjà entamé. Au même moment, le programme de privatisation faisait l'objet de toutes les attaques politiciennes. Et pourtant, pour la première fois au Niger, ce programme était conduit dans un cadre institutionnel et juridique précis et transparent, soutenu par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Pour assurer la réussite du programme nigérien, le président Baré s'est investi à faire adopter par le conseil d'administration du FMI un programme triennal 1996-1999. C'était dans le cadre de la FACER, la facilité d'ajustement structurel renforcée. Pour sa part, la Banque mondiale a successivement octroyé un premier crédit d'ajustement du secteur public en mars 1997 d'un montant de 30 millions de dollars, suivi en octobre 1998 d'un ambitieux crédit de 63 millions de dollars relatif aux réformes envisagées dans le secteur des finances publiques. Dans le sillage des institutions de Bretton Woods, le Niger va alors renouer avec les financements des projets et aides budgétaires de la Banque africaine de développement à hauteur de 32 milliards de francs CFA, de la Banque ouest-africaine de développement et de plusieurs autres partenaires bilatéraux. Ceux-ci avaient auparavant suspendu leur coopération avec le Niger en l'absence d'un programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nonobstant les manœuvres du FRDD et ses appels au boycott du Niger, du reste entendus par les États-Unis et le Canada, la communauté internationale a dû appuyer le Niger à la table ronde de Genève sur la pauvreté tenue en mars 1998. L'enveloppe allouée au 8e Fed pour le Niger devait récompenser les mesures d'austérité préconisées par le gouvernement du président Baré. Le général président a donc choisi d'affronter les difficultés au lieu de les esquiver. Cela devait lui valoir des contestations à l'intérieur, mais cela lui a aussi valu l'engagement d'une bonne partie de la communauté financière internationale pour soutenir son programme triennal. Avant la mise en œuvre de ce programme, le Niger était considéré comme un pays spécialiste des programmes économiques de courte durée pour non-observance des engagements auxquels ses autorités souscrivaient pourtant librement. Mais pour sa part, Baré en venait déjà à conduire son programme économique et financier à son terme prévu pour le 30 juin 1999. Depuis 10 années auparavant, c'était alors pour la première fois
que le Niger réussissait à faire aboutir à échéance un programme économique et financier. De mieux en mieux, les effets positifs de l'engagement de la communauté internationale en faveur du programme nigérien allaient pouvoir se manifester à travers son second programme dont les négociations étaient prévues pour se dérouler en fin juin 1999. Néanmoins, l'échéance n'a pu être de mise avant que ne naisse la Ve République. Il lui fallut attendre la fin de la transition politico-militaire du Conseil de réconciliation nationale pour que l'alliance MNSD-CDS, arrivée au pouvoir, bénéficia des retombées de l'allègement substantiel de la dette extérieure du Niger. C'est cela l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. C'est cela ce que l'on a cru devoir appeler le programme spécial du président de la République du Niger. C'est donc dans l'héritage de la 4e République, fruit de ces sacrifices, que les autorités actuelles de la 5e République ont trouvé un terrain déjà déblayé pour y asseoir le dit programme spécial. En fait, rien de spécial n'en transparaît, autre que le prosélytisme avec lequel les fans du président Tanja se targuent de 100 barrages, 1000 classes et 1000 cases de santé. En vérité, il n'eût pas fallu obligatoirement attendre fin juin 1999 pour bénéficier de près de 41 milliards de francs CFA d'aide budgétaire prévue pour couvrir la période allant de mars à juin 1999. Pour le cas du Niger, déjà en mars de la même année, les conclusions de la toute dernière revue de la mission conjointe FMI, Banque mondiale et Banque africaine de développement se révélaient positives. Cette aide budgétaire, si elle en venait à être engrangée plus tôt, elle aurait représenté une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie nationale et du coup contribué à détendre l'atmosphère sociale. Néanmoins, pour que cette situation puisse s'avérer, il lui fallut d'abord ne pas avoir affaire à une opposition politique éperdument dérangée et subversive. Il lui fallut ensuite ne pas avoir affaire à quelques hommes politiques envieux de la réussite économique de la 4e République. Il lui fallut enfin ne pas avoir affaire à la manipulation de certains hommes à la gâchette facile. Il lui fallut éviter l'assassinat politique prémédité du général président. Au plan social, en janvier 1996, le système éducatif nigérien était en panne et la couverture sanitaire du pays dérisoire. En 1999, l'école était de nouveau en marche et un grand nombre de médecins chinois et cubains offraient leurs services dans nos hôpitaux. Le secteur de la santé bénéficiait d'une réelle revitalisation. Clémence Aïssa Baré, médecin de formation, n'y était pas en reste. Ses nombreux contacts à l'extérieur laissèrent présager un développement sans précédent de l'action sociale auprès des groupes vulnérables. Elle fonde aussitôt l'association Entraide et Développement pour veiller au bien-être de la mère et de l'enfant. Ces contacts, établis avec la coordination d'Agen, devaient aussi lui permettre d'apporter un appui aux jeunes médecins diplômés et disposés à s'installer en zone rurale. Au plan culturel, il est indéniable que toute la période qui a suivi la mort du président Kounché jusqu'à l'accession au pouvoir du Conseil de salut national était caractérisée par le laxisme dans la gestion des affaires de l'État, si ce n'était un abandon. Mais le renouveau de la culture et des arts se fera avec l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Ménessara Baré, avec l'avènement ensuite de la 4e République. Il se fera avec le FIMA, le Festival de musique du Sahel, la Semaine des arts et de la musique traditionnelle, la redynamisation du mois du livre, l'intérêt ressuscité pour le prix Boubouama, l'aménagement urbain et l'esthétique des villes.
La première leçon de l'histoire indique une évidence en tout ce qu'elle aurait été d'utile. La Ve République aura été un don de la 4e, de son austérité et de l'enthousiasme patriotique de ses animateurs. La deuxième leçon de l'histoire révèle un homme volontiers dévoué aux causes justes et nobles. C'est là même que défendent les peuples du tiers-monde contre l'hégémonisme et l'injustice des nations plus puissantes. Il a le premier violé l'injuste embargo imposé au peuple libyen. Il s'est rendu à Chifa au Soudan pour y visiter les ruines de l'usine pharmaceutique bombardée par l'aviation américaine qui accusait alors le Soudan d'entretenir des relations avec le réseau Ben Laden. Et à l'occasion, le général Barré a exprimé sa compassion et sa solidarité et celle du Niger à Omar Hassan el-Béchir et au peuple soudanais. C'est aussi Barré qui a cru devoir réaliser son rêve de jeunesse à Cuba, le pays du leader Maximo, aux grandes dames du pays de l'oncle Sam. Barré est un martyr. Il est définitivement établi qu'au pire de leurs déboires, certains hommes politiques nigériens peuvent être inspirés par le caractère opérant de l'option criminelle. La preuve en a été administrée à partir du 9 avril 1999. Dans la circonstance, ils auraient cru qu'ils étaient alors délivrés. Aussi était-ce pourquoi ces hommes avaient cru devoir jubiler avec la bénédiction de certaines chancelleries qui n'ont jamais porté dans leur cœur le président Barré, ne fût-ce par son indépendance d'esprit. À la lumière de l'événement tragique du 9 avril 1999, nombre de ceux-ci furent tout éperdus de la joie et du réconfort qu'ils tiraient de leur subite renaissance. Et suivant la logique du forfait déjà opéré, ils ne pouvaient que fébrilement réagir aux condamnations de principe assumées par nombre de chefs d'État africains contre l'infamie faite à la personne humaine et à la fonction présidentielle. La réussite fulgurante de l'action politique du président Barré ne pouvait qu'obnubiler ceux qui appréhendaient en elle le risque de leur marginalisation, de leur mort politique. À l'échelle du Niger, les preuves de cette réussite sont déjà nombreuses. Au plan africain international, son approche du pouvoir et sa pratique de la politique ont très tôt fait ressortir à lui des qualités qui ont dénoté sa disposition à compatir au malheur des peuples et à œuvrer pour l'avènement de la paix partout où l'orgueil démesuré des princes a enflammé l'admirable quiétude des cités. En somme, la finesse d'IBM a toujours ajouté de la qualité à sa stature d'homme d'État. Le président ne voyait ni fortune ni privilège dans la gestion du pouvoir, mais essentiellement un levier de commande sur lesquels il dut nécessairement agir pour réaliser ses ambitions pour le Niger. L'action du général président est restée superbe de ce que l'homme posséda de majestueux, d'important, c'est-à-dire sa vaillance et son patriotisme à toute épreuve. Malheureusement, il est arrivé que cet homme charismatique tombe tôt sur le champ de l'honneur et de la dignité. Au vu du traitement réservé au dossier judiciaire du 9 avril 1999, le constat demeure triste. Les faits confirment le règne de l'impunité. L'insulte est faite à la mémoire du président Barré et l'hommage et l'honneur sont rendus à ses bourreaux. Barré est mort pour des causes nobles et son œuvre garde toute sa valeur, tout son sens quant au souci de l'homme de rehausser l'étendard de son pays. Mais malgré cette évidence, il existe encore une certaine opinion pour refuser l'inscription de la précieuse identité d'Ibrahim Menassara Barré au catalogue des martyrs. Telle est la loi qui gouverne le sanctuaire de l'impunité. Et pourtant, Barré c'est une grande image, une grande figure, une mémoire à réhabiliter. Salut et hommage à Barré le héros, Barré le martyr.